Bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui s'évertue à démontrer que l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. Comme toutes les espèces, nous cherchons intuitivement à atteindre notre perfection. Alors, pour certaines espèces, c'est la fluidité dans l'eau, dans l'air, le camouflage, la rapidité, etc., etc. Pour l'humanité, selon moi, c'est l'accession à un fonctionnement, au paradis, la construction du paradis, un monde complètement unifié, donc il n'y a plus de guerre. L'humanité fonctionne autour de sa totalité. Chaque être humain se considère comme enfant de l'humanité, donc appartenant au même groupe humain. Une humanité qui n'a plus de frontières, qui a atteint le 100% écologique, voilà, bref, et qui a atteint le degré suprême de la sensation qui est l'extase facile. Voilà, l'extase, l'éveil, le nirvana, peu importe comment on appelle cet état. Donc le plus haut degré de l'esprit. Voilà pour l'introduction. Alors pour démontrer cette théorie, je m'appuie sur des émissions de France Culture, bien souvent, les chemins de la philosophie. Et là, c'est les chemins de la philosophie qui étaient consacrés à Platon, la République. C'est l'épisode 5 sur 8, à quoi servent les philosophes. Donc c'est la deuxième vidéo, je lance l'audio et puis je commente éventuellement. Alors, je vais lancer ça, et je me souviens plus ce que je voulais dire. Voilà. Bon, qu'un philosophe, il faut qu'on comprenne, c'est qu'un sophiste, puisque dans la logique de Platon, oui. Pour le dire de manière assez caricaturale, Socrate, arrête d'avancer tes pions pour me bloquer la discussion. C'est très facile de bloquer la discussion dans ce cas-là, parce que qui fait la différence entre l'opinion et le savoir? C'est Monique Dixot qui est invitée. Oui, c'est ça. Alors, ce que je vous propose, Monique Dixot, avant de continuer à avancer, c'est d'écouter un texte dans lequel les sophistes vont être définis. Parce que pour définir ce qu'est un philosophe, il faut qu'on comprenne ce qu'est un sophiste. Puisque dans la logique de Platon, pour le dire de manière assez caricaturale, enfin d'ailleurs c'est pas caricatural, c'est le cas, si la connaissance est du côté de la philosophie, l'opinion serait du côté des sophistes. Qu'est-ce qu'un sophiste? Voici donc le portrait. On y reconnaît beaucoup de personnes. Chacun des individus voués à la recherche d'une rétribution, que ces gens nomment des sophistes, et dont ils pensent qu'ils exercent un art concurrent du leur, n'enseigne en fait... Malheureusement, le système fait que un philosophe aujourd'hui ne peut pas vivre correctement voilà, ça serait presque juste qu'il ait une pension minimum, 1200 €, 1300, un SMIC, je sais pas, voilà, et qu'il puisse faire que ça. Ça serait logique, une société qui permettrait ça à ces philosophes, ça éviterait que ils soient obligés de faire le métier de philosophe, de s'enrichir avec ça et de devenir, de sortir de sa propre mission, parce que c'est un problème, quoi, quand on vend ses livres, quand on doit vendre ses livres pour pouvoir vendre, il faut qu'il cadre à un système, il faut qu'il cadre on peut pas être complètement hors système, on est obligé d'être très traditionnel, quoi, et le philosophe traditionnel, c'est pas un philosophe, à mon sens. Fait rien d'autre que ses opinions de la masse, celles qu'elle soutient lorsqu'elle se rassemble. Et voilà, c'est cela. Qui caresse dans le sens du poil. C'est une façon pour pouvoir passer à la télévision, dans les émissions de CNews et compagnie, si tu es philosophe, il faut que tu ailles dans le sens de l'ambiance de l'oligarchie qui détient ces médias. Donc il faut que tu parles un peu comme
les Pascal Pro, les je sais pas qui, les Ferrari, etc., etc. Que tu sois dans cette veine-là. Et sinon, quoi qu'il arrive, tu es presque obligé d'être conventionnel, parce que sinon, tu passes pas. Si tu es un philosophe qui est, je sais pas moi, aujourd'hui, qui est anti, plus ou moins, qui critique les États-Unis, qui va justifier l'action russe, ben il va être marginalisé. Il existe un peu quelques penseurs qui passent comme ça dans ces voies contestataires, on va dire, mais ils sont extrêmement rares. Cela que le sophiste nomme savoir, c'est exactement comme si on apprenait à connaître les comportements et les désirs d'un grand et fort animal qu'on est les vrais. De quelle façon il faut s'approcher de lui et de quelle façon le toucher, en quelle occasion il devient le plus difficile ou le plus gentil, et à la suite de quoi. Et qu'ayant appris à connaître tout cela, à force d'être avec lui et d'y consacrer du temps, on l'appelait savoir. On l'organisait en système pour en faire un art, et on se mettait à l'enseigner, alors qu'en vérité on ne saurait rien de ce qui, dans ses avis et ses désirs, est beau ou laid, bon ou mauvais, juste ou injuste, mais qu'on se mettait à donner des noms à tout cela en fonction des opinions du grand animal, appelant bon ce dont il se réjouirait et mauvais ce dont il souffrirait. Un tel homme... En fait, on est dans la pulsion, on obéit à la pulsion, et on obéit exactement à la pulsion qui est injectée au peuple. On lui dit, voilà, on lui donne un crime odieux qui se passe, on le fait tourner en boucle et on lui dit, voilà, donne-nous ton opinion. L'opinion, il va être, il va être excessif dans son ensemble, parce que on lui donne pas les moyens de comprendre, de voir ce qui se passe, de savoir que la violence se réduit dans l'évolution de l'humanité, quoi qu'il arrive, que voilà, qu'on peut pas gérer toutes les psychismes humains, que cet état-là, il faut du temps pour que la société évolue dans ce sens-là. Enfin bref, on peut arriver à expliquer, mais si on n'explique pas, ben on a quelque chose de binaire. Des gens qui vont me dire, et après, les philosophes vont être obligés de coller à cette façon de penser. Tel homme, dès lors, par Zeus, ne serait-il pas un étrange éducateur, à ton avis? C'est pour ça que Platon a tout compris, en fait, c'est beaucoup plus puissant que ce qu'on peut imaginer. Les chemins de la philosophie. Adèle Van Rett. À quoi servent les philosophes? C'est la question du jour, soulevée par Platon dans le livre 6 de la République que nous lisons aujourd'hui en compagnie de la philosophe Monique Dixot. Il y aura une réponse à cette question, mais d'abord, il faut définir ce qu'est un philosophe. Et d'abord, pour définir ce qu'est un philosophe, il faut le définir ce que n'est pas un philosophe. Chez Platon, c'est le sophiste. Vous venez d'entendre le portrait du sophiste. Et c'est pas bien, parce que là, Adèle Van Rett dit la philosophe, alors que donc Monique Dixot a précisé qu'elle se considérait pas comme philosophe. C'est quand même le portrait du sophiste, des sophistes, lu par Bernard Gabet. Si je comprends bien ce texte, Monique Dixot, le sophiste serait celui qui emploie un discours pour flatter les opinions de la masse. C'est ainsi que Platon l'écrit. Il appelle cela le savoir, mais ça n'est pas vraiment le savoir. Il est en clair incapable de définir ce qui est beau ou laid, bon ou mauvais, juste ou injuste. Quand le philosophe, donc, j'imagine, serait celui qui, au contraire, peut proposer une définition de ce qu'est le beau ou le juste dans l'utilisation de son discours, n'est-ce pas? Bon, le sophiste, c'est le maître de l'opinion. Il sait parler. Bon.
c'est quelqu'un qui sait parler. Autrement dit, les opinions du gros animal, dont il est c'est comme ça qu'il l'appelle, le gros animal. La majorité des gens. Le peuple. Justement, ils ne savent pas toujours très bien comment les formuler, donc on peut les attaquer assez facilement, etc. C'est pas si difficile, et réfuter. Donc, des discussions entre opinion et opinion, on en a tous les jours, tous les matins. Exactement. Ça fait des beaux spectacles, d'ailleurs. Bon, les grandes gueules. L'élection présidentielle va être un régal de ce point de vue-là. Bon, alors, qu'est-ce qui fait la différence? C'est ça le problème. C'est toujours ça le problème. C'est que, vous dites, le philosophe va proposer des définitions. Non, c'est pas ça qu'il veut, le philosophe. Il veut comprendre, apprendre ce que c'est. Comprendre et apprendre ce que c'est pas forcément arriver à une définition. Ça, c'est la définition mathématique, justement, du savoir. Bon. Et s'il n'y a pas de définition en mathématiques, il n'y a pas de savoir mathématique, hein, c'est clair. Bon. C'est pas du tout le cas. D'ailleurs, le philosophe, en principe, il doit pouvoir tenir compte de tout. C'est-à-dire que, oui, la place de ces réactionnaires, de ce monde réactionnaire, des BFM, CNews, etc., elle est importante dans l'évolution de l'humanité puisqu'elle est là. Si elle est là, donc on doit chercher à comprendre. On ne peut pas le rejeter en disant, voilà, c'est que des opinions toutes faites et qui caressent le peuple dans le sens du poil, etc., et qui est là pour vendre du Coca-Cola, voilà, entre deux opinions vite faites. On doit comprendre aussi pourquoi il est là et pourquoi il y a autre chose et pourquoi d'autres points de vue sont là. C'est ça l'intérêt. C'est pas du tout le cas en philosophie. Quand vous lisez un philosophe, vous n'attendez pas à avoir une liste de définitions. Hein, je crois pas. Qu'est-ce que vous attendez? À quoi vous attendez-vous? À voir le mouvement d'une pensée qui cherche et qui découvre. Parce que si elle cherche seulement, c'est un peu lassant, sans jamais rien découvrir, qui découvre et invente. Parce que bien sûr. Chez Platon, c'est très ambigu. Bon, est-ce qu'elle découvre ou est-ce qu'elle invente? Les deux. Hein, elle découvre quelque chose, mais découvre quelque chose, si vous découvrez une chose, c'est qu'elle existait auparavant. Hein, bon. Est-ce que la philosophie découvre ce qui existait auparavant? Mais auparavant, c'est un temps qui n'est pas celui de la pensée, le temps de l'avant, pendant, après. Pour Platon et pour, je crois, quiconque pense, la pensée se met dans un autre mode de temporalité. Hein, elle avance, elle recule, elle se souvient, elle oublie, elle réinvente. Bon, donc, je crois que, si vous voulez, le problème de ces livres, c'est justement le problème de la différence. Bon, alors je reviens à ce que je disais. Qui va définir, qui va pouvoir préciser la différence entre opinion et savoir? Ni l'opinion, puisqu'elle se croit savoir, ni le savoir, parce que s'il disait qu'il est différent de l'opinion, ce serait qu'il ait une opinion sur l'opinion. Bon, donc, c'est pas possible. Alors, qu'est-ce que fait Platon à la fin du livre 5? Et c'est pour ça que c'est un tournant, non seulement capital dans la République, mais un tournant si capital, une révolution telle dans la pensée de Platon, qu'elle est généralement passée sous silence. Pourquoi? Parce que on m'a enseigné, on a dû vous enseigner, on continue à enseigner à tout le monde, que Platon est un dualisme. Il y a le sensible d'un côté, l'intelligible de l'autre. Et qu'est-ce qu'il vous dit? Et c'est une expression qui est, quelquefois même, que le traducteur évite, alors qu'il édulcore d'une autre façon pour pas traduire ce qui est écrit en grec. Bon. Il invente un troisième genre d'étang, qui ne sont ni des choses sensibles, ni des idées. Hein, c'est toujours à ça qu'on réduit le platonisme. Oui, le corps d'un côté, l'esprit ou l'âme de l'autre. Ce qui est accessible par le corps et ce qui n'est accessible que par l'intelligence. Quelle intelligence? Mais il invente un troisième genre d'être, genos tononton, un troisième genre d'étang au pluriel, hein, de choses qui sont les puissances, les dynameis. Donc vous voulez dire que Platon n'est pas dualiste? Il est trivialiste, mais il suffit de lire le texte. Enfin, je veux dire, mais c'est tellement, ça paraît tellement justement invraisemblable que, ou bien le texte est contourné, ou bien il est oublié, ou bien il est passé sous silence. Enfin, en tout cas, il a fait ça a commencé
Je pense qu'il y a des gens qui ont contribué. On a commencé quand même à faire attention à ce texte et à se demander la fonction de cette notion de puissance dans la philosophie de Platon. D'autant que, dans un des derniers dialogues de Platon, le sophiste, comment est-ce qu'il définit l'être lui-même comme une puissance? L'être est une puissance d'agir et de pâtir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça veut dire que, justement, si vous voulez saisir une différence, arriver à formuler, expliquer une différence, plutôt que la définir, eh bien, il faudra, si vous voulez éviter le cercle opinion-savoir dont je parlais tout à l'heure, il faut les considérer, c'est ce que fait Platon à la fin du livre 5, comme deux puissances différentes. Or, il ajoute, dans une puissance, je ne considère que deux choses, ce sur quoi elle agit, et ce dont elle est capable de pâtir, ce qu'elle est capable de subir. Prenons l'homme, par exemple. L'homme est capable d'agir sur une quantité d'objets sensibles, mais il est aussi capable, c'est ce qui le différencie d'un cheval, d'une marmite, enfin de ce que vous voulez, il est capable de pâtir de réalités qui ne sont pas sensibles, ce que probablement aucun animal ne peut faire. Donc ce qui le rend humain, c'est sa puissance de subir, c'est-à-dire d'être affecté par des idées et de se demander ce qu'elles sont. Ça, c'est fondamental, parce qu'en réalité, c'est ce qui fait, bien sûr qu'on est, si l'humanité s'est détachée du règne animal, des primates naturels pour devenir des primates culturels et de l'humanité telle qu'on la connaît, c'est parce qu'elle a un rôle bien précis, elle a un sens bien précis. On a chaque forme d'existence a un rôle et qui n'est pas, il n'y a pas de hiérarchie là-dedans. C'est un système, comment on appelle ça? C'est un écosystème. Donc tout est fondamental. Si on enlève l'herbe, voilà, le monde de l'herbe, le monde disparaît. Si on enlève le monde des arbres, le monde disparaît. Si on enlève les poissons, le monde disparaît. Si on enlève les moustiques, le monde disparaît. C'est un écosystème. On fait partie d'un écosystème. Et donc, dans cet écosystème, l'homme a une particularité et il doit l'exprimer. Et cette particularité, c'est sa capacité à penser le monde, à imaginer pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien. De quoi est faite la matière? Qu'est-ce que c'est que la matière? Qu'est-ce qu'il y a avant l'univers? Qu'est-ce que c'est que cet univers, etc. Qu'est-ce que c'est que l'air? Qu'est-ce que c'est que l'eau? Qu'est-ce que c'est que la vie? Et pourquoi nous sommes présents? Quel est notre sens? Voilà. Donc, il y a cette importance-là dans la chose. Et puis, il y a la possibilité d'accéder à quelque chose qui est le summum de l'esprit, de hisser son esprit au summum, qui est l'amour. Atteindre l'amour absolu, c'est-à-dire la fin de tout ce que les autres animaux ne peuvent pas atteindre. Les autres primates, ils peuvent pas atteindre un monde complètement paisible dans une troupe de chimpanzés ou d'orang-outans il y a de l'agressivité, il y a des conflits, il y a la peur des prédateurs. Il y a de l'agressivité, il y a tout un tas de choses. Et ça, l'humanité doit le dépasser, par exemple. Ça fait partie de ce cheminement dont je parle. Quels sont essayer de comprendre et d'apprendre. Voilà. C'est ce qu'on trouve dans l'éthique de Spinoza. Si vous voulez. Exactement. Mais évidemment. Mais chez tous les grands philosophes. Donc voilà, la notion de puissance va du même coup commander la différence. On arrive. Ce qui est curieux, c'est qu'il y a un a priori après Platon, mais parce que
on le lit de façon basique. Et c'est là tout l'intérêt des personnes comme Monique Dixot et comme les intervenants précédents, qui éclairent complètement. Bon, pourquoi? Et il vous explique pourquoi. L'opinion, elle n'est pas ignorante. Comment ça, elle n'est pas ignorante? Puisqu'elle ne sait pas. Selon Platon, elle devrait être ignorante. Non, elle n'est pas ignorante puisqu'elle croit savoir. Bon. Ouais. La pire forme d'ignorance pour Socrate, alors c'est dans ses premiers mots, si vous voulez, c'est pas ne pas savoir, c'est croire qu'on sait quand on ne sait pas. Bon, ça au moins c'est très bien connu. Donc, la différence, la véritable différence. L'opinion, c'est autre chose. De l'opinion, c'est qu'elle est intermédiaire entre cette forme d'ignorance et le savoir. Bon. Elle peut même être vraie, l'opinion. Bien sûr, elle peut tomber. L'exemple bien connu, c'est à la fin d'un dialogue de Platon qui s'appelle le Ménon, où Socrate parle d'opinion vraie. Il dit si je demande quelle est la bonne route pour aller à Larissa, et si on me donne un renseignement qui me permettra d'arriver à Larissa, l'opinion qu'on m'a transmise était vraie. Bon. Si vous vous demandez comment faire une recette de cuisine et qu'on vous explique comment, justement, on vous aura donné une opinion vraie sur le bœuf bourguignon. C'est pas vraiment une opinion pour le coup, c'est plutôt factuel. Mais si, parce que ça pourrait être une opinion, c'est-à-dire que on peut dire, ben oui, à mon avis, tu peux aller à si tu veux aller à Lyon, tu peux prendre l'autoroute qui va là-bas. C'est une opinion. Mais quelqu'un d'autre dira, ben ça sera plus facile si tu prends par la nationale et que tu passes par tel endroit. Donc c'est une opinion. Et pareil pour la cuisine, pour une purée, ben tu peux prendre l'opinion de Jean Ducasse, la purée de machin, et puis tu peux prendre l'opinion de la purée du paysan du coin. Voilà, et allons-y. En quoi est ce savoir? Ça n'est pas véritablement un savoir, puisque vous ne pouvez jamais en donner raison. Bah, si vous me demandez l'itinéraire pour aller au métro Passy depuis la maison de la radio, je vous dirais, ce ne sera pas une opinion. Mais si. Ah bon? Pourquoi? Parce que aujourd'hui, vous allez me dire, pour aller de chez moi à la maison de la radio, il faut prendre tel chemin. Il y a 50 ans, c'était probablement... Là, je sais pas où. D'accord, donc l'opinion, c'est tout ce qui n'est pas vrai de toute éternité. C'est ce qui change. C'est pas ce qui n'est pas vrai. C'est ce qui est de toute éternité, vrai, autrement vrai chaque fois. C'est ça. Bon. C'est-à-dire une opinion, c'est par définition ce dont on peut changer. Alors il y a plein de choses qui vous forment à changer d'opinion. Bon. Donc quelles sont les choses qui ne changent pas? Et d'autre part, si vous pouvez changer, c'est qu'elle n'est pas bien stable, c'est qu'elle n'est pas bien ancrée dans un savoir. Donc quelles sont les choses qui ne changent pas? Qu'est-ce qui appartient au savoir? Il y en a très peu. C'est quoi les vérités? Les idées, c'est tout. Les idées, selon Platon, c'est quoi? Les vérités? Alors les idées, non. Les idées ne sont pas des vérités. Non, les idées sont des réalités. À chaque fois, il emploie le mot réalité. Ce sont des réalités intelligibles. Et là, c'est génial. Bon, on va arrêter là. C'est le monde des idées. Et là, c'est-à-dire c'est l'au-delà. C'est-à-dire c'est ce qui est vrai. C'est ce qui est. C'est pour ça que c'est l'extase qui permet d'accéder au vrai, à la vérité absolue. Il y a que l'extase. Et c'est pas une vérité intellectuelle. C'est une vérité, c'est le corps qui ressent quelque chose, qui est en fusion avec toutes les autres particules, les particules immatérielles qui composent un corps, qui composent un individu, sont identiques à ce qui compose l'herbe, à ce qui compose un grain de poussière, à ce qui compose un animal, à ce qui compose une bouse de vache, à ce qui compose n'importe tout. Voilà. Tout est composé de ces particules élémentaires immatérielles qui, pour moi, correspondent à ce que les religions appellent Dieu. Voilà. On est tous composés de ce Dieu, de ce divin. Et donc, dans l'état d'extase, c'est ces particules élémentaires qui animent notre corps et qui sont en relation, qui fusionnent avec les autres particules élémentaires. Et donc, qui ressentent l'essence de ces particules élémentaires qui se transforment chez nous dans l'incarnation, dans l'amour. Donc,
on ressent cet état, cette sensation d'amour qu'on a. C'est une sensation, amour, c'est qu'un terme. La sensation qu'on appelle amour, c'est l'explosion de nos particules élémentaires à travers nos organes, et parce qu'elles sont en lien avec le monde. Et c'est ces particules élémentaires qui sont la base. Et donc, le monde des idées dont parle Platon, c'est ce monde qui est transcendantal, où il y a quelque chose de permanent, c'est-à-dire l'essence, l'idée du cheval, par exemple, c'est posé quelque part. Pour lui, c'est comme ça qu'il expliquait ça. Mais en réalité, ce qu'il peut vouloir dire, selon moi, c'est les particules élémentaires qui composent le cheval, c'est ça qui est permanent. C'est ce truc qui est permanent. C'est pas le cheval en lui-même, c'est pas les chevaux qui sont différents, tel cheval comme ça, etc., etc. C'est pas la différence apparente, c'est ce qui est invariable à l'intérieur de chaque chose, à l'intérieur de la voiture, à l'intérieur du brin d'herbe, de la pierre, etc., de moi, d'autres choses. Ce qui est qui ne change pas, c'est les particules élémentaires. Elles ont un certain pouvoir, elles ont une puissance, elles se définissent par leur puissance. Voilà. Je vais arrêter là pour cette vidéo et je vais reprendre dans la foulée. Allez, des pouces si vous pensez que ça a un peu d'intérêt, des pouces, s'abonner, pensez à envoyer le lien à vos amis, établir des liens avec d'autres sites, visiter le site mécaniqueuniverselle.net et laisser des commentaires. Merci, à bientôt.